Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme. C'est le Giro, c'est le débrief numéro 8. Comme vous en avez l'habitude, on va parler de l'étape numéro 8 qui a eu lieu hier et puis on parlera de l'étape d'aujourd'hui qui va certainement nous faire des écarts au niveau du classement général. Alors on commence par l'étape d'hier, l'étape qui nous emmenait de Tortorido, Lido, du côté de Pezzaro, une étape qui était longue, 239 km, l'étape la plus longue de ce Giro, 150 km de plat, et puis ensuite 80 km un peu vallonné, c'était pas extrême, ça ressemblait un petit peu à un petit Milan-San Remo, et puis une arrivée un petit peu technique. Il s'est pas passé grand chose sur la première partie d'étape, pas grand monde voulait aller en échapper, on peut le comprendre. En ayant un contre-la-montre le lendemain, un contre-la-montre difficile, on n'a pas vraiment envie de partir en échappée du côté des coureurs qui auraient voulu reprendre du temps pour le général, reprendre du temps à Conti. Donc ce qui fait qu'on a une échappée de 3 puis 2 coureurs, les deux qui sont restés jusqu'au bout, c'est Marco Frapporti d'Androni Giocattoli et Damiano Cima qu'on a déjà vu en échappée sur ce Giro. Ils sont même en tête du classement des échappées, le classement di fuga en italien. Cima était complètement cuit à 60 bornes de l'arrivée, il est lâché à 50 bornes de l'arrivée par Frapporti. Frapporti résiste jusqu'à à peu près 40 bornes de l'arrivée, un peu moins de 40 bornes de l'arrivée. Et puis ensuite, on a un peloton groupé. Attaque de Louis Vervaeke avec Ciccone qui le suit. Puis ensuite, dans un troisième temps, François Bidard. Ils vont faire une vingtaine de kilomètres ensemble. Ils sont repris à 7 km de l'arrivée, c'est-à-dire juste avant la descente. Et ensuite, on finit sur un sprint avec la victoire de Caleb Ewan. Le Français du jour, Arnaud Démare. Bien entendu, c'était sprint aujourd'hui. Ça s'est pas très bien passé pour Arnaud Démare. On sent qu'il tourne autour de la victoire depuis quelques jours et ça commence à le frustrer. Là, aujourd'hui, il a été assez mal emmené, assez mal entouré, je trouve, par son équipe, qui pourtant n'avait, comme les jours derniers, pas fait un énorme travail en début de journée pour contrôler les échappées. Ils avaient plutôt laissé ça à la Bora et à l'équipe Lotto Belisol. Mais ensuite, dans les 20 derniers kilomètres, je trouve qu'il est tout le temps très loin. Et quand il remonte dans le peloton, c'est toujours à contre-temps. Et ce qui fait qu'ils ont perdu des équipiers à pas grand-chose. Et dans le final, il n'y a plus grand monde en fait dans les 2 derniers kilomètres pour l'aider. Ce qui fait que dans le dernier kilomètre où il y avait 4 virages importants, il se retrouve très loin. Il est au-delà de la 10e place. Et sur ce type d'arrivée-là, il faut être dans les premières positions dans le dernier kilomètre. Et c'est dommage pour Arnaud Démare qui perd des points au classement du maillot de meilleur sprinter sur le leader Pascal Ackermann qui est quand même bien embarqué et sur Caleb Ewan. Peut-être que même Caleb Ewan repasse devant lui. Donc c'est un peu dommage sur une étape comme ça. Il s'est fait enfermer dans le final, peut-être également gêné par Giacomo Nizzolo qui nous a fait un sprint, je trouve, irrégulier, mais il n'a pas été déclassé pour le moment. Il est 18h17. Donc c'est un peu dommage pour Arnaud Démare aujourd'hui. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Deuxième Français du jour, François Bidard. Belle étape de François Bidard qui a bien réagi dans le final avec son meilleur ami Ciccone. Les deux commencent à se connaître pas mal. Ils se sont encore pas mal parlé dans le final. Voilà, Bidard il a suivi parce qu'il sentait que c'est un coup qui pouvait aller au bout. Le peloton prenait toute la largeur de la route, ça veut dire que le peloton ne roulait pas vite à ce moment-là de la course. Il décide de suivre dans ce dernière côte répertoriée au classement de la montagne. C'était une côte de 4e catégorie. Il attaque, il suit Vervaeke et il suit Ciccone. Et puis on a senti qu'il était très fort. À un moment, il fait lâcher Louis Vervaeke qui va revenir ensuite, mais l'ambiance et la collaboration dans le groupe ne sera plus aussi bonne et ils vont se faire rattraper à 7 km 500 de l'arrivée. C'est le dernier coureur à se faire rattraper, même François Bidard, de cette échappée. C'est dommage, mais je pense qu'on le reverra encore devant. Il a une très bonne condition physique et il devrait pouvoir jouer la victoire. Je le sens bien. Je sens une victoire française sur ce Giro de toute façon. Parce que les 9 Français qui sont au départ sont plutôt en très grande forme et se sont déjà montrés à l'avant de la course depuis le début de la course. Attaque de Marlou! Les coureurs au top sur cette étape, et bien entendu, Caleb Ewan, le sprinter australien.
Moi, il me rappelle tout le temps Robbie McEwen, qui n'avait pas besoin d'un train pour s'imposer. C'était un petit filou, Robbie McEwen. Il arrivait à se faufiler dans des trous de souris. Bien, Caleb Ewan, il n'avait pas un train complet. J'étais même inquiet à 15 bornes de l'arrivée, pour tout vous dire. Parce que je le vois, il a plus qu'un ou deux coureurs à côté de lui. Je me dis, ça sent mauvais, ça va pas le faire. En plus, je vois De Rennes qui a lâché. Je vois quelques coureurs de son équipe qui lâchent. Je me dis, c'est mal embarqué. Et pourtant, dans le final, sans être très bien emmené, il faut le dire, il a réussi à s'en sortir en sortant en 250 mètres lors du dernier virage. Et il a fait une accélération foudroyante. Pascal Ackermann n'a pas pu suivre. Viviani n'a jamais réussi à revenir et à le remonter. Donc belle victoire de Caleb Ewan. Ça faisait depuis quelques temps qu'il n'avait pas gagné sur un grand tour. Et il était un peu cantonné aux épreuves de type Tour Down Under. Donc voilà, ça lui fait de bien de vraiment gagner dans une très très grosse épreuve, dans un gros tour, dans un grand tour surtout, et ça va lui faire du bien pour la suite de son Giro, en sachant qu'il y aura encore des possibilités de s'imposer, peut-être 2 ou voire 3 étapes sur ce Giro pour les sprinters, donc c'est intéressant. Elia Viviani, le coureur italien, le champion d'Italie. Alors je pense que ça va de mieux en mieux pour Elia Viviani. Son déclassement lui avait fait très mal dans la tête. On se souvient de l'étape 4 où il s'était rassis sur son vélo, il n'avait même pas lancé son sprint. Et bien là, il finit deuxième. Alors on sentait qu'il n'avait pas la capacité de revenir sur Caleb Ewan. Ça, il n'avait pas le potentiel. Par contre, ses équipiers, là je parlais d'Arnaud Démare, là ils étaient plutôt en forme. Ils emmènent bien le sprint. Un sprint qui correspond aux qualités d'Elia Viviani, qui est souvent en deuxième rideau et qui passe en inspiration. C'est un homme qui vient de la piste, Elia Viviani, je rappelle, champion olympique de l'Omnium devant Brian Cocard. C'était au Jeu de Londres, en 2012. L'Omnium qui est le décathlon du cyclisme sur piste. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien se débrouiller dans des épreuves où les sprints sont un peu houleux. Dans l'Omnium, à l'époque, on avait l'élimination, on avait la course au point. Donc c'est un peu le même, c'est des courses en peloton sur la piste. Donc voilà, faut réussir à se débrouiller dans ce genre de conditions. Après, pour Elia Viviani, je ne sais pas s'il est en très très grande forme. Peut-être pas. Pour l'Italien. Mais bon, en dernière semaine de course, il arrivera peut-être à remporter une étape, s'il est encore sur le Giro. Et c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il sera encore sur la route à ce moment-là, ou est-ce qu'il a prévu de faire un autre grand tour cette saison? Troisième coureur au top, Giulio Ciccone, le leader du classement de la montagne, le porteur donc du maillot bleu. Je rappelle, les couleurs ne sont pas les mêmes que sur le Tour de France. Bonne étape de Giulio Ciccone, qui a réussi à prendre des points sans faire trop d'efforts. Dans la première partie d'étape, voilà, il prend des points en restant en tête du peloton ou en attaquant un moment et en revenant sur Frapporti. Et puis il fait une très bonne fin d'étape où il décide de suivre Louis Vervaeke et puis de tenter le coup à 30 bornes de l'arrivée à peu près ce moment-là. Dommage que ça ne soit pas allé au bout malgré tout pour le maillot bleu. Il a maintenant 14 points d'avance sur Fausto Masnada. Alors ce n'est pas impressionnant. Le problème de Fausto Masnada, c'est que pour l'instant il est très très bien classé. Au classement général, il est 7ème à 3 minutes certes de Conti, mais avec 2,30 d'avance sur les leaders du classement général, en sachant que c'est un garçon qui a gagné 2 étapes sur le Tour des Alpes, course de préparation au Tour d'Italie. Donc il a quand même un petit peu, comme on dit, la pancarte. Il est surveillé par les leaders. Ils ne le laisseront certainement pas sortir tant qu'il ne sera pas rentré dans le rang. Donc ça veut dire que la première étape dure, c'est l'étape 13. Il risque de perdre pas mal de points sur cette étape-là, même si techniquement, il est meilleur que Giulio Ciccone. Les bonnets d'âne. Le premier bonnet d'âne pour moi, qui a pourtant fini 7ème, un peu plus loin, 9ème de l'étape, c'est Giacomo Nizzolo. Là, il va falloir quand même m'expliquer des choses au niveau des commissaires de l'épreuve. Pour l'instant, à 18h24, il n'a toujours pas été déclassé. Son sprint, pour moi, il est irrégulier. Au départ, je croyais même que c'était Mark Renshaw qui faisait le sprint, puis je me suis rappelé que Mark Renshaw, il avait déjà du mal à passer une pente pour accéder à un pont d'autoroute. Alors, c'était pas pour grimper les côtes qu'il y avait aujourd'hui. Non, mais Nizzolo, il a fait un sprint, il a mis les coudes, il a tapé Belletti à un moment, il gêne Belletti, j'ai l'impression qu'il gêne Démare, il gêne Viviani.
Il a gêné pas mal de coureurs dans le final. Il a gêné également un coureur de la Bora. Non, il en a beaucoup trop fait. Nizzolo, je trouve son sprint régulier et pourtant il n'est pas déclassé. Alors que je trouve qu'il a fait beaucoup plus de choses discutables que Viviani quand il se fait déclasser. Donc moi j'aurais déclassé Nizzolo parce que pour moi son sprint n'est pas régulier. Il gêne les autres coureurs même s'il reste sur sa ligne. Il met les coudes. Il n'hésite pas à sortir les coudes exagérément et ça je trouve que c'est dangereux, ça peut faire tomber des coureurs. On se souvient par exemple de ce qu'avait fait Peter Sagan sur le Tour il y a 2 ans, qui avait fait chuter John de Gengold et Mark Cavendish. Donc pour moi il aurait dû être déclassé Giacomo Nizzolo, c'est pour ça que je le mets dans les bonnets d'âne. Deuxième bonnet d'âne du jour, Jakub Mareczko. Éliminé assez loin de l'arrivée, à 30 bornes de l'arrivée, il est lâché. Après, c'est pas le plus grand spécialiste dans les côtes, mais il n'est pas dans le coup depuis le début de ce Giro. Alors certes, il n'a pas un très grand train, le coureur de la CCC, mais par rapport à sa performance de l'année dernière, c'est beaucoup moins bien pour le coureur italien. Je le répète, mais l'année dernière, il avait un train complet aussi, ça l'aidait, mais on sait que c'est pas forcément le coureur le plus important de la CCC. Forcément, il n'a pas un aussi grand palmarès, par exemple, qu'un Greg Van Avermaet. Donc, il doit faire avec la condition du jour. Et c'est bien dommage aujourd'hui que Jakub Mareczko n'ait pas réussi à s'imposer lors de cette étape. Et bien, après avoir fait le débrief de l'étape d'hier, on va passer à l'étape du jour, l'étape de ce dimanche, 19 mai. Étape qui sera importante pour le Giro. Elle va permettre pourquoi pas à certains coureurs d'augmenter leur écart sur la concurrence. Les leaders seront forcément présents sur cette étape. C'est un contre-la-montre. Un contre-la-montre qui aura lieu en partie à l'étranger. Alors faut pas s'inquiéter, on va pas du côté d'Israël comme l'année dernière sur le Giro. On va du côté de Saint-Marin. C'est un peu moins loin, c'est à l'intérieur de l'Italie, la République de Saint-Marin. On va partir de Riccione pour aller du côté de San Marino, en haut d'une belle pente. Parcours qui se partage en 2 parties. On a les 22 premiers kilomètres qui sont plutôt plats, qui ne devraient pas être très difficiles. Et puis au moment de l'entrée vers Saint-Marin, c'est là où ça se complique avec les 12 derniers kilomètres qui sont vraiment en montée avec 2 côtes, on va dire distinctes, et qui ne seront pas fixes ces 12 derniers kilomètres. Je pense qu'on peut réfléchir sur ce contre-la-montre à partir avec un vrai vélo de chrono et à changer de vélo à la mi-course en rentrant dans Saint-Marin pour passer à un vélo plus typé montagne. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir, même si cette dernière côte n'est pas extrêmement pentue encore une fois, même s'il y a un passage à 11% dans la première partie de cette montée comme vous le voyez. C'est plutôt régulier, aux alentours de 7, entre 6 et 7% de moyenne sur 5 km. Puis ensuite on a un plat. On sera sur un plateau, il n'y a pas la descente qui arrive tout de suite, puis une descente, et ensuite vous avez l'arrivée qui est sur une côte, elle, un peu plus sévère, du côté de San Marino, du côté de la Via Piana. On arrivera avec une côte qui sera aux alentours de 6% de moyenne, là encore, mais un passage à 10%, à peu près à 1 km de l'arrivée. Une étape donc qui ne sera pas facile. Pour tout vous dire, l'horaire prévu indique entre 48 et 52 minutes de course, qui veut dire un assez gros contre-la-montre pour un parcours de 34 km. Donc on verra si on pourra faire des écarts aujourd'hui. Je pense que sur cette étape-là, on pourra faire des beaux écarts pour les spécialistes du chrono, et ça pourrait donc modifier l'aspect de la course. Mes favoris pour cette étape, Primož Roglič, vu le premier chrono qu'il nous avait fait, bien entendu je le mets parmi mes favoris. J'ai également mis notre ami Simon Yates, qui avait fini à simplement 19 secondes avec des conditions un peu plus fraîches que le Slovène lors de la première étape. Et puis en 3, je mets une grosse surprise, une énorme pièce. Vous savez, j'aime bien mettre toujours un coureur un peu surprenant dans ses favoris, dans ses pronostics. Et bien, je mets Rafał Majka, qui avait fait un très bon contre-la-montre lors de la première journée. Et comme c'est pas tout plat, je me dis qu'il va pouvoir bien limiter la casse, le coureur polonais, surtout qu'il a l'air d'être en très grande forme. Et comme je le répète, il a plutôt une bonne équipe
même si en ce moment elle travaille énormément pour Pascal Ackermann. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve nous dès demain à la même heure pour parler de l'étape contre la montre et puis pour parler de l'après-journée de repos. Et puis, eh bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et donc, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!